and the wind's 120 miles from the west. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my God. Radio X. Chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while at least, you need to get your shit together and listen to this tape. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. I'm sure that you've already tried to get your wrists and ankles loose, and no, you can't. Now you're just waiting to see what's going to happen next. You probably think you're going to be raped, and you're fucking sure right about that. Our primary interest is what you've got between your legs. You'll be raped thoroughly, and repeatedly, in every hole you've got. Because basically you've been snatched and brought here for us to train and use you as a sex slave. Et c'est pourquoi l'émission a été consacrée une autre fois, l'émission numéro 1 le vendredi soir, parce que Christian Page nous amène des nouvelles histoires, une entre autres ce soir que je ne connaissais pas. C'est curieux, ça donne aussi très froid dans le dos ce qu'on vient d'entendre. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Radio X-Files. Christian, je te souhaite mes plus grandes félicitations encore une fois pour ces excellents chiffres, 30 parts de marché encore le vendredi soir à Québec. Ben merci et merci aux auditeurs d'être présents tous les vendredis soirs et merci à toi de m'accompagner aussi parce que ce succès c'est également le tien mais c'est également celui de tous les auditeurs qui sont là parce que s'ils seraient pas là on serait pas là non plus. Exact. Donc il faut bien comprendre que c'est un truc qui est un peu collectif et je suis très content effectivement de ces chiffres. Donc ça m'incite à me dire peut-être que l'an prochain on fera plus, peut-être on reviendra peut-être à une formule plus hebdomadaire, plus quotidienne que hebdomadaire. En tout cas on regardera ça. C'est pas interdit d'y penser. Ah, mais écoute, on peut se permettre effectivement de réfléchir à tout ça. On s'en reparle cet été. Oui. On a quand même gardé les thématiques qu'on avait quotidiennement. Oui. Et il y a pas de cachette, le vendredi comme ça quand on est rendu à parler de tueurs en série. Et celui-là, je le connais même pas en plus. Oui. J'ai plein de questions pour toi, mais ce qu'on vient d'entendre carrément fait référence à des kidnappings de femmes et on les... Et ça donne froid dans le dos. Hein? Et ce qu'on vient d'entendre, pour la décence, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, pour la décence, je ne ferai pas une traduction mot à mot. On descend, on rabaisse les femmes, on est cru. Et ce que l'on entend, c'est un enregistrement authentique. C'est un enregistrement que ce kidnappeur, qui s'appelle David Parker Ray, qu'on connaît sous le nom de Toy Box Killer, faisait entendre à ses victimes. Donc, il kidnappait des femmes et avant de les soumettre aux pires dégradations, il leur faisait entendre, donc ces femmes étaient kidnappées, elles se réveillaient dans des conditions, elles étaient ligotées sur des lits. On entend d'ailleurs au début, il dit, vous êtes bâillonnés, vous ne pouvez pas voir, vous vous demandez ce que vous faites là. Je vais vous dire en détail ce qui va vous arriver. Et là, pendant 50 minutes, c'est le temps que durait l'enregistrement. Oh. Écoute, j'ai choisi essentiellement le début, mais j'ai l'enregistrement au complet à la maison. C'est OK, parce que c'est pas juste une minute. Là, non, c'est 50 minutes dans lesquelles il décrit en détail tout ce qu'il va faire à ses victimes. Oh, alors, tu peux t'imaginer dans la tête de ces personnes, de ces jeunes femmes, ligotées sur un lit, entravées, se demandant où elles sont, parce qu'elles ont été kidnappées dans des conditions assez particulières. Et là, elles entendent les horreurs qu'il raconte. Et il faisait donc entendre ce ruban-là, cet enregistrement, à toutes les femmes qu'il kidnappait. Et on estime aujourd'hui, même si on n'a pas un chiffre précis, on estime que ce David Parker Ray aurait enlevé
et assassiné. Mais tu vas voir, c'est assez particulier. Hein? On dit enlevé et assassiné, même s'il n'a jamais été accusé de meurtre. Non. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc, on estime qu'il aurait enlevé et assassiné peut-être entre 30 et 60 femmes. Okay. Ce qui ferait de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis. Mais d'abord et avant tout, c'est un kidnappeur et un violeur, mais d'un sadisme tout à fait épouvantable. Un de ceux qui a réussi aussi à traverser les décennies, là, de ce que je vois dans les années actives, c'est entre 1957 et l'aube des années 2000. Oui, quand c'est même. Ça. Donc, il a été actif entre 1957 et 1999 et on sait pas dans quelle mesure est-ce qu'il y a eu des périodes qui étaient plus actives que d'autres. Il y a très peu de choses en fait et il faut bien le dire, ce David Parkery a amené son secret dans sa tombe. Parce que après avoir été arrêté, il a été arrêté en 1999, mais son procès est en 2000, et alors qu'il est condamné, hein, parce que même si on n'arrivera pas à l'accuser de meurtre, on se doute bien que plein de jeunes femmes ont disparu. D'ailleurs, au moment où on se parle, les gens qui nous écoutent peuvent simplement taper FBI David Parkery, et ils vont se retrouver sur une page du FBI qui ont mis, depuis quelques années, en ligne, toute une série de photos d'objets qui ont été retrouvés chez David Parkery, des bijoux, des montres, des boucles d'oreilles, en espérant qu'éventuellement des gens, en voyant ces objets, qu'on retrouve les familles des victimes. On puisse retrouver. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pu identifier que 4 ou 5 personnes qui sont passées entre les mains de David Parkery. Les autres, malheureusement, ont disparu. Ou bien elles ont disparu, ou elles sont à l'extérieur, ignorant qu'elles ont été les victimes de David Parkery. Donc elles se sont... Parce que, bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, hein, parce qu'on va comprendre un peu comment l'histoire se passe et comment ces femmes-là pourraient-elles être en liberté, avoir retrouvé leur liberté, okay, sans savoir qu'elles ont été les victimes de ce David Parkery. Ah. C'est vraiment une histoire sordide. Et on le dit, hein, comme on a entendu la bande audio, il dit bien, je vais vous agresser, je vais vous violer. Bon, on va passer par-dessus les détails de comment. Comment. Et malheureusement, on devra en évoquer au cours de l'émission. C'est sordide, donc on le dit tout de suite aux gens qui nous écoutent. Il y a quelques détails qui vont peut-être un peu vous choquer. Mais bon, maintenant qu'on le sait, on se prépare. C'est notre émission du vendredi sur les tueurs en série. Et généralement, on ne fait pas dans la dentelle avec ça. Non. Moi, je te dirais que cette histoire-là, je l'ai connue. Et on va revenir d'ailleurs sur cette thématique, mais alors que j'enquêtais sur les tueurs de l'occulte, okay, un procureur me dit, est-ce que tu as déjà entendu parler de David Parkery? Et un peu comme toi, j'ignorais ce type-là. Et il me dit, oui, il y aurait une dynamique occulte et satanique dans l'histoire de David Parkery. J'ai regardé, donc j'ai eu accès, j'ai contacté les autorités, hein, ça se passe au Nouveau-Mexique, les autorités du Mexique qui m'ont fourni plein de documentation, photographies, qui sont tout à fait sordides. Mais rapidement, j'ai écarté David Parkery parce que je suis pas convaincu que le satanisme ait réellement joué un rôle. J'ai plutôt l'impression que le satanisme était plutôt, comment je pourrais dire, instrumentalisé pour faire peur à ses victimes. OK, et non pas parce qu'il en croyait à 100%. Non, je crois pas que il y avait pas de rituel. Je crois pas qu'il y avait vraiment une adhésion à ses croyances occultes et mystiques. Je crois qu'il disait simplement à ses victimes, je suis un sataniste parce que ça faisait peur de dire ça. Hein, je suis au-delà de toute moralité. Vous ne pouvez pas espérer la moindre pitié de ma part puisque je suis l'apôtre ou l'envoyé du diable. Mais au-delà de ça, je crois pas qu'il y ait réellement eu une dynamique ou une composante satanique derrière les crimes. C'était plus pour dominer ses victimes, en fait. Voilà, je pense que on est en présence d'un perverti, un individu d'une cruauté innommable, et je pense que le satanisme n'a à peu près rien à voir là-dedans. Avant de se lancer dans le vif du sujet, Christian, c'est drôle parce qu'on le surnommait le Toy Box Killer. Au début, justement, cette fameuse bande audio-là me fait penser énormément, je sais pas si j'ai tort, mais à la marionnette de Décadence. Est-ce qu'on s'est inspiré de ce cas-là pour... Oui, hein? Absolument. Okay. On s'est inspiré de ça, et dans Décadence, évidemment, la torture est au centre des films. Ouais. Donc, bien sûr, on s'est inspiré de David Parkery. Ah,
Ah, OK. Et cette histoire-là, elle me fait penser aussi à une autre histoire. Parce que quand je dis on n'a pas pu prouver que David Parker a commis des crimes ou a commis des assassinats, les crimes oui, mais les assassinats c'est plus difficile. Ça m'a fait penser quand j'enquêtais sur cette affaire-là, il y a des crimes, puis c'est pas un secret pour personne, on en a souvent parlé ensemble sur les ondes. Les crimes des éventreurs de Chicago début des années 80 m'ont particulièrement troublé. Je m'en cache pas. C'est des trucs, c'est vraiment des monstruosités. Et dans le cas, c'est amusant parce que alors que je préparais l'émission d'aujourd'hui, je suis tombé, en fouillant dans mes dossiers, je suis tombé sur une demande à des membres du Chicago Ripper Crew, qui avaient demandé une espèce de nouvelle audition auprès du tribunal. Et quand l'audition commence, le juge dit... L'accusé reconnaît que entre tel moment et tel moment, lui et ses complices ont assassiné des femmes, les ont mutilées, se masturbaient sur le sein avant de manger la chair. Ça commence drôlement un document. C'est vraiment... c'est sordide dans ta barnouche. Tu vois, ça, c'est le document de la Cour. Dès les 3 premières phrases, on est déjà en train de nous parler de cannibalisme et de mutilation. Ce qui est supposé être un genre de résumé aussi. Là. C'est comme voici le sommaire et voici les détails par la suite. Et maintenant, réfléchissez. Doit-on remettre ces gens-là en liberté? Et dans l'affaire des crimes des Chicago Rippers, ce qui m'avait frappé, et ce qui avait un peu frappé tous les gens qui ont enquêté dans cette affaire-là, c'est que le leader de l'organisation, un type qui s'appelait Robin Getch, pardon. Okay. Donc le type s'appelait Robin Getch, c'est lui qui dirigeait le groupe. Il était le leader du groupe. Et quand est arrivé le temps du procès, on a pointé du doigt Robin Getch en disant, ben oui, on a 18 femmes qui ont été assassinées, mutilées, c'est tous ces gens-là agissaient sous l'égide de Robin Getch. Et les compagnons de Robin Getch ont dit, non, Robin n'a rien fait, c'est nous qui avons tout fait, lui n'a rien fait. C'est juste s'il disait pas, il était pas là, tu sais. Et finalement, ces acolytes ont été, 2 de ces acolytes, c'était un groupe de 4 personnes. Sur les 4 personnes, 2 d'entre elles ont été condamnées à mort, c'était la peine capitale. Un a été exécuté, l'autre a eu la chance de voir sa peine de mort être commuée en prison à perpétuité pour des raisons légales dans le système judiciaire de l'État de l'Illinois. Et un autre a depuis été libéré, mais c'est vrai que son rôle avait été très peu présent. Et quant à Robin Getch, le leader du groupe, comme on n'a pas pu l'accuser de meurtre, même si ses compagnons disaient, reconnaissaient qu'ils avaient assassiné une dizaine, en fait c'est 18 femmes dont ils se sont reconnus coupables. Getch lui a toujours nié avoir participé au meurtre. Et durant le procès, comme tous ses acolytes prenaient sur eux la responsabilité des meurtres, Robin Getch n'a pas été accusé pour les meurtres. Mais éventuellement, le juge n'étant pas dupe, il a condamné Robin Getch à des peines maximales pour chacune des accusations qui étaient portées contre lui, à savoir viol, mutilation, kidnapping, agression sexuelle. Et le juge a mis des sentences qui étaient toutes ajoutées les unes derrière les autres. Donc, non pas une concurrentielle dans le genre, t'es condamné 4 fois à 20 ans, mais tu fais une fois 20 ans, puis ça compte pour toutes les autres fois. Donc, Robin Getch a été condamné comme à 10 ans une fois, à 15 ans une autre fois, à 20 ans une autre fois, 12 ans, mais additionnés ensemble, Robin Getch va rester derrière les barreaux pendant 225 ans avec aucune possibilité de libération conditionnelle avant 135 ans. Donc, on est certain qu'il va mourir derrière les barreaux. Et dans l'affaire de David Parker, c'est un peu la même chose qui s'est produite. Comme ses acolytes refusaient de pointer du doigt David Parker comme étant un assassin, et comme les autorités n'arrivaient pas à démontrer sa participation à des assassinats, il a donc été accusé de viol, enlèvement, agression et tout le reste. Et éventuellement, le juge l'avait condamné à une peine de quelque chose comme 250 ans de prison. Mais il a emporté son secret dans sa tombe parce que, crois-le ou non, 18 mois après son procès, il est décédé d'une crise cardiaque. Donc, avant qu'on ait le temps de poursuivre l'investigation, aller au-delà de ça, David Parker est décédé, et emportant avec lui le secret de combien a-t-il fait de victimes. C'est ironique, pareil, de mourir après toutes ces atrocités que tu as fait vivre à d'autres personnes. Voilà, et pendant si longtemps, il aurait dû mourir un peu plus tôt. On ne souhaite pas la mort de personne, mais dans le cas d'un monstre pareil, c'est un peu ce qu'on aurait pu espérer. Cette affaire-là se passe, pour situer un peu les gens, on se trouve dans un petit village, une petite commune en fait qui s'appelle Elephant Butte. Et Elephant Butte, c'est un tout petit village qui se trouve aux côtés d'un lac, Elephant Lake, qui est quand même un étang d'eau
particulier qui est très prisé par les touristes, très prisé également par les amateurs de sport aquatique. Et lui, ce David Parkery, il est l'agent du parc. Donc, c'est assez étonnant. Il a réellement un poste dans l'administration fédérale. Donc, il est gardien du parc. Donc, il a une badge, tu vois le genre, un peu son beau costume de gardien de parc avec sa badge officielle et tout ça, qui d'ailleurs va lui servir dans plusieurs, on suppose, dans plusieurs cas d'enlèvement. Parce que sa badge lui donne une allure un peu officielle. Donc, il est le garde forestier. Et puis, comme on l'a mentionné, sa période d'activité, c'est 1957-1999. Et l'affaire commence, en fait, pour nous, le public va découvrir cette histoire-là le 22 mars 1999. Alors, à ce moment-là, on a une femme nue, affolée, qui court dans les rues d'Elephant Butte. Elephant Butte, les rues sont même pas pavées, hein, c'est des routes de terre avec quelques ranchs à gauche et à droite. Okay. Donc on a cette femme en plein milieu de la journée qui court dans les rues d'Elephant Butte et elle a une espèce de collier autour du cou avec des chaînes. Elle a encore des entraves au poignet. Elle est complètement affolée, là, hystérique, et elle court dans les rues et elle essaie d'arrêter des voitures, mais les voitures évidemment ne s'arrêtent pas parce qu'ils ont l'impression qu'on a affaire à une femme qui est complètement hystérique. Et éventuellement, elle va trouver refuge. Là, il y a une ferme. En fait, c'est une ferme. En réalité, il s'agit davantage d'un mobile home, une maison mobile. Donc, elle arrive là, elle frappe à la porte. Elle est, comme je le mentionne, tout à fait hystérique. Et on lui ouvre la porte et là, on lui donne un peignoir parce que, comme je l'ai mentionné, elle est nue. Elle s'appelle Cynthia Vigil. Et là, elle raconte une histoire assez incroyable. Elle dit à ces gens-là qu'elle vient de s'échapper d'une maison voisine. En fait, elle vient de s'échapper du 513 Bass Road, qui est en fait la maison voisine. Et elle dit qu'elle était retenue là depuis 3 jours. Elle a été agressée, violée, torturée. Et là, elle raconte que le locataire de cette maison, un dénommé David, il l'a kidnappé 3 jours plus tôt. Là, elle raconte un peu son histoire. Elle dit que elle se trouvait à ce moment-là à Albuquerque. Albuquerque, c'est quand même loin. C'est quand même à 2 heures de route, pratiquement 200 kilomètres au nord d'Elephant Butte. Et là, elle dit, j'étais là un soir. Il faut quand même le dire, hein, c'est une femme qui fait de la prostitution, hein, c'est une travailleuse du sexe. Et là, c'est récurrent, ça, comme... Oui, parce que ce sont des victimes faciles. Hein, puis tu vas voir qu'elle-même, hein, cette Cynthia Vigil, s'est mise elle-même dans une situation compromettante. Hein. Je dis pas que c'est de sa faute, on dit pas ça, là. Mais évidemment, quand on fait ce genre de travail, malheureusement, on doit s'isoler dans des petits endroits qui sont un peu à la vue des gens, donc on doit baisser la garde facilement. Puis tu le dis pas à tout le monde non plus que t'es parti. Non, c'est ça. Et éventuellement, on se retrouve dans une situation qui peut être excessivement dangereuse. Et c'est exactement ce qui va se passer. Elle raconte donc que 3 jours plus tôt, elle était dans un bar à Albuquerque. Et là, un homme, un dénommé David, s'est approché d'elle. Et elle lui a fait comprendre que c'est une travailleuse du sexe. Et là, lui s'est montré intéressé. Et il lui a dit, il l'a invité à se rendre sur le parking où il a une camionnette qui était transformée, qui est un peu un camping-car. Il l'invite donc à monter dans la partie arrière, hein, là où se couchait Ellie, pour aller là, pour se livrer à un service. Et alors qu'elle est à l'intérieur, il sort son badge, le fameux badge de gardien de parc, mais elle, évidemment, elle a l'impression que c'est peut-être un badge de police, elle n'en sait rien, c'est un badge officiel. Il sort le badge, il lui dit, je fais partie de la police des mœurs d'Albuquerque, vous êtes en état d'arrestation, et il tente de lui passer les menottes. Mais déjà là, elle a l'instinct de se dire, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Pourquoi un policier des mœurs viendrait-il à m'amener dans un camping-car pour me sortir sa badge? Tu sais, à un moment donné, si tu veux, on le sait, des techniques utilisées par les services de police qui sont maintenant beaucoup moins utilisées parce que ça a été déclaré illégal de faire ça, mais on tendait un peu des pièges à des clients. On prenait des femmes policières, on les habillait de manière aguichante, on les envoyait chercher sur la rue pour essayer d'alimenter ou d'essayer d'offrir des services à des clients. Puis là, si le client disait « je suis intéressé », bang, on l'arrêtait. On pêchait le poisson de même, là. Donc ça, faire du racolage, c'est comme faire du racolage, c'est illégal, c'est même illégal pour une police en service. T'as pas le droit de le faire.
point à la ligne. Okay. Donc, elle trouvait ça un peu étrange que la situation comment ça se produisait. Donc, elle a résisté. Et là, une bagarre s'en est suivie entre ce David, ce client, et elle. Et là, à un moment donné, elle dit que la porte s'est ouverte et il y a une femme qui est rentrée, une dénommée Sandy. Elle est rentrée et elle est venue prêter main forte. Et là, peu à peu, elle l'a électrocuté. Sandy avait dans sa main, semble-t-il, une espèce de pic qu'on utilise sur le bovin dans les abattoirs et là où on fait de l'élevage. Okay. Elle m'a électrocuté et ensuite j'ai senti comme une seringue, comme si on me droguait, et elle perd conscience. Et là, elle raconte qu'elle s'est retrouvée lorsqu'elle a repris conscience, elle était étendue sur un lit, enchaînée. Elle avait un bandeau sur les yeux, un bâillon sur la bouche, et elle a entendu cette fameuse cassette là, de 50 minutes dont on a fait entendre aux auditeurs là, la première minute où il dit ben voilà, tu vas subir des atrocités, etc. Et effectivement, pendant les 3 jours qui ont suivi, ce couple, Cindy et ce David, elle connaît pas leur nom de famille, mais c'est comme ça. Il semble visiblement être un couple, même si lui est beaucoup plus âgé que elle. Il doit être son aîné d'au moins 10 ou 15 ans, et ils agissent de concert ensemble. Il l'amenait, généralement il était gardé dans cette maison, de temps à autre il l'amenait à l'extérieur où il avait aménagé une remorque, les fameuses vannes là, que l'on voit sur la route, là, les camions, là, les camions routiers avec des remorques de 53 pieds. Ouais. Là, c'est exactement ça. La remorque de 53 pieds, elle est là sur le terrain. Elle a été aménagée avec le chauffage, l'air climatisé, tout le reste. Elle a été isolée. Et à l'intérieur, écoute, c'est difficile pour moi de te le décrire, mais à l'intérieur, c'est vraiment une chambre de torture digne du docteur Frankenstein. Donc, on entre à l'intérieur, il y a sur les murs toutes sortes d'instruments de torture. Il y a des armoires où il y a des lames chirurgicales et tout le reste. Et au fond de la pièce, il y a une table, en fait un siège d'examen gynécologique avec les étriers, tout le reste. Et la femme est amenée là. Et on va revenir un peu sur ces événements-là. Mais là, elle est torturée d'une façon monstrueuse. Donc, elle raconte, elle a eu à quelques reprises, et ce David appelle cette caravane, si je peux l'appeler de même, cette remorque aménagée, il l'appelle mon box toy. C'est pour ça la toy box. Ouais, la toy box, c'est ça, c'est la boîte à jouets. C'est sa boîte à jouets. Donc, elle a subi à 3 ou 4 reprises. Elle a été amenée dans la boîte à jouets de David Parker Ray. Elle a été soumise à des atrocités innommables. Et elle raconte toujours dans ce témoignage qu'elle livre à ces gens qui lui ont ouvert la porte. Elle dit, voilà, ce matin, donc ce David est parti. Il m'a dit, je pars travailler. Elle était à ce moment-là enchaînée dans la maison. Elle dit, il a quitté en disant, ben voilà, je pars, je vais travailler. Et quand je vais être de retour, je vais t'amener faire un tour dans la toy box. Alors, il dit, et à ce moment-là, elle dit, j'étais surveillée par son amie, c'est la complice, Cindy. Et à ce moment-là, elle dit, un coup du hasard, le téléphone a sonné. Cindy avait la clé des menottes. Elle les a placées sur une table, juste à côté d'elle. Et pendant que Cindy allait répondre au téléphone, notre victime a compris qu'à ce moment-là, en s'étirant et faisant preuve un peu d'étirement, elle pouvait rejoindre la clé qui était à sa portée. Elle a réussi à s'en emparer. Le temps qu'elle défasse les menottes, Cindy, au téléphone, a compris ce qui se passait. En se tournant, elle voit que la victime est en train de se libérer. Elle lui a sauté dessus. S'en est suivi une bagarre. Et à ce moment-là, la victime, Cynthia, comprenant que c'était « it's now or never ». Tu dois te battre pour ta vie parce que c'est maintenant. Et elle a donc, en se débattant, elle a vu que sur un autre meuble traînait un pic à glace qui avait été utilisé pour la torturer quelques heures plus tôt. Elle s'est saisie du pic à glace et a frappé Cindy à quelques reprises. Elle ne l'a blessée que très légèrement, mais suffisamment pour que Cindy soit déstabilisée. Ça la sonne, c'est ça. Et voilà, et pour que elle, Cynthia, puisse à ce moment-là prendre la clé des champs. Elle raconte, j'ai couru sur la rue, vous êtes la première maison que j'ai vue et c'est ici que je suis. Donc elle raconte cette histoire-là qui semble quand même assez invraisemblable. On appelle les policiers, c'est les policiers parce que ce petit hameau
de Elephant Butte se trouve près d'une plus grosse ville qui s'appelle, drôle de nom, Truth and Consequences, vérité aux conséquences. C'est mauvais goût. Oui, quel de mauvais goût comme nom de ville. Mais bon, donc des policiers, un détachement de la police de l'État du Nouveau-Mexique qui se trouve à Truth and Consequences. Donc ils envoient, il y a déjà une voiture qui est en route, parce que quand eux appellent les services de police, on les informe que déjà des gens ont téléphoné pour dire qu'une femme nue et affolée courait dans les rues de Elephant Butte en essayant d'arrêter des voitures. Donc, même si les gens ne se sont pas arrêtés, ils ont eu au moins la décence de téléphoner au service d'urgence et déjà à ce moment-là, une voiture de police est en route. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils rencontrent donc notre victime, Cynthia Vigil. Ils prennent son témoignage. L'histoire semble quand même assez incroyable. Ils disent, on pense à ça, c'est un peu invraisemblable. Puis c'est pas la première fois que des jeunes femmes vont réussir à s'échapper de leurs ravisseurs. Et dans certains cas, on se rappelle des histoires qui ont marqué l'actualité où des femmes ont été détenues pendant des années. Une dizaine d'années, même. Oui, enlevées adolescentes et on les retrouve après ça, 15 ou 20 ans avec après, des femmes avec des enfants qui ont réussi à s'échapper. Toute cette période de temps-là, ils ont été gardés comme ça dans une espèce de geôle ou une espèce de prison à la fois physique et psychologique qui était entretenue par l'agresseur. Donc elle raconte cette histoire-là et éventuellement, donc les policiers décident, ils ont pris sa déclaration, décident d'aller voir ce fameux David. Déjà entre-temps, on a appris que le propriétaire de la maison en question s'appelle David Parker Ray et que la dénommée Cindy, c'est sa compagne qui s'appelle Cindy Handy. Donc, les policiers disent, vous restez ici, nous, on va se rendre sur place pour voir de quoi il en retourne. Donc, on se présente à la ferme, qui est en fait la porte d'à côté. Mais comme c'est un petit village très isolé, on comprend que les voisins sont pas à 20 pieds aux côtés de toi, là. C'est pas des voisins à 10 mètres, là. C'est quasiment, on a un bon 200 mètres entre la maison des voisins et la résidence de David Parker Ray. Quand les policiers arrivent là, la maison est déserte. Donc, on frappe à la porte. On peut s'imaginer, c'est quand même un environnement un peu sordide et un peu ghetto. C'est un peu sur le terrain en question, il y a la maison qui est mal entretenue avec de la broussaille un peu partout. J'imagine un mobile home là, un peu scrap. Un peu l'image même qu'on se voit dans des films d'horreur. C'est le Friday the 13th, ou Massacre à la scie, la maison abandonnée, un peu sordide. Et c'est un peu exactement ici la même chose. C'est mal entretenu. Il y a des vestiges de vieilles voitures, des roues, des pneus un peu à gauche et à droite. C'est du grand n'importe quoi. Donc, les policiers arrivent là, on frappe à la porte, il n'y a personne. Mais comme c'est techniquement une scène de crime, puisque il y a à peine 1 heure, une femme était détenue dans ce lieu et s'est échappée, et elle a raconté aux policiers qu'elle avait poignardé la dite Cindy. Donc, on se dit, la dite Cindy est peut-être à l'intérieur. Évidemment, à ce moment-là, Cynthia Vigil ne sait pas dans quelle mesure elle a blessé Cindy Handy. Elle dit, je lui ai donné 2 ou 3 coups avec le pic à glace, puis je me suis enfui. Donc, elle est peut-être blessée gravement, elle est peut-être mourante. De toi à moi, ça aurait été un beau débarras, mais bon. Ah oui. On n'a pas de pitié pour les complices, On veut pas être méchant, mais quand même, bon. Et donc, les policiers se disant qu'on est peut-être dans une scène de crime, ils vont entrer à l'intérieur de la maison, ils vont faire le tour de la résidence, ils vont découvrir au sous-sol cette fameuse pièce, là, aménagée avec un lit, il y a du sang un peu partout, le fameux pic à glace, les menottes sont toujours là. On voit, là, déjà, au départ, les policiers comprennent que le récit de Cynthia Vigil est tout à fait authentique. La scène de crime est exactement comme elle leur a décrit. En revanche, il n'y a personne dans la maison, ni ce David Parker Ray, ni non plus sa copine Cindy Handy, qui est supposée avoir été blessée par le pic à glace. Ce qui a probablement été le cas puisque les policiers constatent qu'il y a du sang, mais elle n'est pas là. Et à ce moment-là, l'endroit devient rapidement une scène de crime. Ils vont aussi visiter, en faisant le tour de la propriété, ils vont voir à l'extérieur cette remorque aménagée en salle de torture. Et là, ils comprennent qu'effectivement, on est en présence de quelque chose qui est tout à fait incompréhensible. Ça devrait détraquer. Et à ce moment-là, il y a immédiatement une
chasse à l'homme. C'est même pas une chasse à l'homme. Hein. On comprend à ce moment-là qu'on est dans une situation qui est tout à fait épouvantable. Hein. Tu sais, comme je l'ai mentionné, tu rentres dans ce fameux truc-là, et là tu vois une table, en fait un fauteuil d'examen gynécologique. Sur les murs, il y a plein de trucs tout à fait épouvantables, des scies, des scalpels, tout le reste. Bref, et beaucoup de gars de Michet qui sont tous conçus, hein, certains. Ils n'ont pas peur des mots, là. On a comme des pénis en caoutchouc, mais dans lesquels il a planté des espèces de clous, de pics. Ah, mon Dieu! Au moment de la pénétration, il y a un maximum de douleur. Et ce que l'on constate, effectivement, c'est que beaucoup de ces objets-là sont des objets artisanaux qui ont été conçus principalement pour créer un maximum de souffrance, à la fois pour les seins, hein, on parle de pinces avec des dents crochues, et bien sûr, vagin et anus. Tout a été conçu pour offrir ou satisfaire ses besoins sadiques à son maximum. Et donc, on sait également, là, uniquement en regardant ce qui est sur place, on comprend, il y a même une caméra vidéo qui est tournée vers le fameux fauteuil ou la chaise d'examen, et on comprend que, et rien qu'à voir un peu l'attirail, on comprend que David Parker Ray torturait ses victimes avec toutes sortes d'objets. On parle ici de chaînes, de poulies, de sangles, de pinces, des barres d'écartement des jambes, des lames chirurgicales, des scies. Il y avait même un dispositif d'électrocution portatif artisanal. Ouais, c'est pas le moins. Et ça, c'est tout à fait sordide. Il y a même un gars de Michet chauffant et capable de se chauffer au rouge en acier uniquement pour brûler l'intérieur du vagin. J'ai pas de connaissance. Et au plafond, le David Parker Ray avait installé des miroirs, et tout cet environnement était couvert par des caméras, de manière à ce que la victime, lorsqu'elle était torturée, pouvait voir sur des moniteurs qui entouraient la chaise chacune des mutilations ou des tortures que David Parker Ray imposait à sa victime. Alors immédiatement, on a ce que l'on ne sait pas à ce moment-là, mais on va le découvrir, alors que les policiers font le tour du propriétaire. Ce David Parker Ray et sa compagne, Cindy Handy, sont déjà à la recherche sont eux aussi à la recherche de la victime. Parce que lorsque David Parker Ray est entré de son travail, Cindy Handy lui a dit « Notre victime s'est échappée ». Donc, on commence et immédiatement, ils sont montés à bord du camping-car. Ils sont en train de parcourir les rues d'Elephant Butte. C'est pas bien long, Elephant Butte, c'est 8 rues. Là. Ils sont en train de parcourir les rues pour essayer de retrouver la victime. Et ils se sont montés un scénario. Hein. Ils vont dire que la victime, c'est une de leurs connaissances, qui sont en train d'essayer de la sevrer d'une toxicomanie, puis qu'elle raconte n'importe quoi. Ils ont déjà imaginé un scénario dans l'idée d'une défense. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à ce moment-là, les policiers ont déjà été impliqués, que le mandat d'arrestation a déjà été lancé à l'endroit de David Parker Ray. Et lorsque David Parker Ray se présente à son domicile avec Cindy Handy, inutile de dire qu'il y a à peu près 10 voitures de police qui sont là, à la fois des voitures. On parle, hein. Ils ont pensé quand même retourner sur les lieux du crime. Ouais, et lorsqu'ils arrivent, hein, ils se font immédiatement arrêter. Il y a plusieurs voitures de police. Et dans les jours qui vont suivre, plus d'une centaine d'agents du FBI vont être dépêchés à la résidence de David Parker Ray pour passer au crible tous les éléments qu'on pourrait retrouver là, de manière à monter un dossier et de confirmer si oui ou non cet individu-là est simplement un tortionnaire. Est-ce qu'il a simplement enlevé une femme? Est-ce qu'il y a plusieurs victimes? Et là, peu à peu, on va mettre à jour les terribles méfaits de David Parker Ray depuis les 30 dernières années. Et ça, je t'en parle après la pause. Qui était-il? Et j'ai trouvé une information, Christian. Ça aurait coûté en aménagement son espèce de 100 000 $. C'est... Plus de 100. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce David Parker Ray, hein, c'est un individu qui travaille. Sa compagne ne reçoit qu'une rente, là, comme, entre guillemets, là, un peu comme l'aide sociale, qui représente à peu près quelques centaines de dollars. Lui fait un salaire qui est à peine de 1 000 $ par mois. Et pourtant,
L'aménagement de sa fameuse chambre de torture, c'est plus de 100 000 $. Et quand on arrête David Parker Ray, on va découvrir qu'il a un compte de banque plutôt bien garni. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Presque $1 demi-million en banque. C'est le travail littéralement d'une vie, ce qu'il a fait, là. Ouais, ça va soulever de très sérieux questionnements. C'est une énigme. David Parker Ray a emporté dans sa tombe un secret qui laisse présager l'idée d'un réseau de gens qui se seraient alimentés à des vidéos, des snuff movies, à des trucs pervertis. Écoute, c'est une histoire sordide. On s'en parle après la pause. Oui, et on retient notre souffle quelques minutes. Il a poussé la barre très loin versus les histoires que j'entendais d'habitude avec toi, Christian. Vous écoutez Radio X-Files, changez pas de poste. On revient avec les détails après la pause. Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. De retour à l'émission des Radio X-Files. Et mon cher Christian, je t'avoue ce soir que je suis pour la première fois choquée de ce que tu me racontes. Là, c'est une coche supérieure à d'habitude. Oui, ce sont des crimes sordides. Puis je me rappelle quand j'avais été, quand on m'avait proposé ça, puis je m'étais plongé là-dedans. Si j'avais pu alimenter davantage l'aspect satanique de la chose, ça aurait été l'un des crimes qui aurait été un peu ex aequo avec ceux des éventreurs de Chicago. Oui. Mais il n'en demeure pas moins que même si on éclipse la notion paranormale ou la notion occulte, ça reste des crimes d'une monstruosité innommable. Outre un homme qui investit plus de 100 000 $ en imagination fertile pour torturer des femmes, de quel background sort notre Toy Box Killer? C'est un personnage, hein, il a grandi dans une famille un peu déjantée. Chez son père était violent, alcoolique. Il a été élevé par son grand-père excessivement religieux. Dès la petite adolescence, là, son père lui fournissait des magazines pornographiques. Il a développé très rapidement des intérêts pour la torture, parce que quand je parle de que son père lui offrait des magazines ou lui laissait consulter des magazines de pornographie, on a bien compris que c'était pas Playboy, là. C'est le genre de magazine que tu trouves pas sur les rayons des librairies, là. C'était des magazines qui circulaient sous le manteau, qui étaient pornographiques à l'extrême, avec des scènes de torture. Et à travers tout ça, David Parker Ray va développer son goût pour ça. Il va commencer, là, il va raconter d'ailleurs il va confier jamais aux policiers, mais il va confier à des gens autour de lui que son premier meurtre remonte à la fin des années 50, justement dans une idée de torture. Il avait amené une jeune fille dans un boisé, il l'avait attachée sur un arbre, l'avait torturée avant de la poignarder. Ça a été son premier crime, et là on est déjà à la fin des années 50, et il va faire ça littéralement, tu l'as bien compris, pendant littéralement 40 ans, il va continuer à commettre des crimes de ce genre-là. OK, il y a eu une influence paternelle là-dedans en plus. Oui, absolument. Donc on est vraiment dans une famille de gens un peu déjantés, hein. D'ailleurs, quand on pense à ses complices, bien sûr, il y a sa compagne qui va participer à ces crimes, Sandy Andy, mais il y a également sa propre fille qui va participer à ces crimes. Ouais, et son ex-femme, on va découvrir que son ex-femme a été impliquée dans les crimes également. C'est vraiment ce sont des tordus. Hein? On utilise l'expression, ce sont des tordus. Mais comme le temps file, je vais essayer de te résumer un peu parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais rapidement, les policiers, alors que David Parker Ray est incarcéré avec sa fille et sa complice, Sandy Andy, alors que les trois sont mis en prison, et on va vite découvrir également qu'il a un autre complice qui lui va être arrêté aussi parce qu'il va même confier un dénommé Roy Yancey qui va raconter que il y a quelque temps il avait amené sa propre copine à lui là, qui s'appelait Mary Parker. C'est une jeune femme de 22 ans. Il l'aurait amenée à la demande de Glenda Jean, qui est la fille de David Parker Ray. À sa demande à elle, il aurait conduit sa propre petite amie, Mary Parker. Il l'aurait amenée chez David Parker Ray. Pendant 3 jours, elle aurait été ligotée et torturée. C'est quand même assez sordide, là. Ton chum t'amène chez quelqu'un qui va t'attacher, te torturer pendant 3 jours. Et après, au 3e jour, David Parker Ray aurait demandé à Roy Yancey d'étrangler sa copine. Ce qu'il aurait fait. Il l'a étranglée et il dit une fois qu'elle était morte, on l'a enroulée dans des tapis, on l'a amenée sur une île qui est pas tellement loin justement de ce grand lac là, de Elephant Butte, et on s'est débarrassé du corps. Malheureusement, quand les policiers ont essayé de retrouver le corps, ils l'ont pas retrouvé, mais il faut dire que
ce Roy Yancey avait un peu les idées un peu troubles sur l'endroit où le corps avait été enseveli. Mais néanmoins, on n'a jamais retrouvé le corps, mais on n'a jamais non plus revu Mary Parker, ce qui laisse donc croire qu'elle a bel et bien été assassinée. Donc, on va découvrir que ce David Parkery a des complices. Ses complices, c'est ce Roy Yancey, un voisin, une connaissance de sa fille. Sa fille également a participé au crime, Glenda Jean. Il y a également sa principale complice, sa compagne de ce moment-là, qui s'appelle Sandy Andy. Donc, pendant que ces gens-là sont derrière les barreaux à attendre quel va être le prononcé de la justice, les policiers, de leur côté, mènent leur investigation. Ce qu'ils comprennent assez rapidement, c'est que au cours des années, David Parkery aurait enlevé entre 40 et 60 femmes, tous de l'État de l'Arizona ou du Nouveau-Mexique. Ces victimes étaient majoritairement, sinon essentiellement, des prostituées ou des travailleuses du sexe. Comme je l'ai mentionné, ce sont des victimes qui sont assez faciles. Et une fois qu'elles étaient amenées chez David Parkery, il leur faisait entendre la fameuse cassette, donc on a entendu la première minute en début d'émission, et là, donc, leur expliquant en détail ce qu'elles allaient subir. C'était toujours la même? Toujours la même cassette. Okay. Lui a enregistré cette cassette-là, puis il le faisait entendre. Comme donc, ça, le même modus operandi tout le temps. Absolument. Okay. Il aurait enlevé, les policiers établissent là, plus clairement un scénario. Là. Il enlevait de 5 à 6 femmes par année. Il les gardait comme esclaves sexuels pendant 3 ou 4 mois. Et ensuite, lorsqu'il s'était un peu lassé de ses victimes, il les droguait avec une espèce de cocktail à la base de barbiturique et qui entraînait une amnésie et certaines d'entre elles ont été simplement relâchées. Mais elles étaient relâchées, lorsqu'elles reprenaient conscience sur le bord d'une route ou dans un fossé, elles n'arrivaient plus à se souvenir ce qui s'était produit. C'est-à-dire qu'elles gardaient... Elles sentaient physiquement dans leur corps et elles en gardaient des séquelles aussi, mais elles sentaient qu'elles avaient été agressées, molestées, violentées, mais elles n'arrivaient pas à savoir ce qui s'était produit. Et au moment où les policiers vont commencer à enquêter là-dessus, on va découvrir, et ça c'est peut-être des aspects un peu étonnants, on va découvrir que ce David Parkery, à 3 reprises, il s'est retrouvé dans le collimateur des services de police et il a passé à travers les mailles du filet. Parce que lorsque l'histoire est connue, les policiers commencent à fouiller et on découvre que quelques mois plus tôt, une certaine Angelica Montano s'était réveillée comme ça sur le bord de la route. Visiblement, elle avait été agressée et retenue prisonnière pendant plusieurs jours. Elle avait des marques d'entrave autour des poignets, autour des chevilles. Mais comme elle n'arrivait pas trop à se rappeler ce qui s'était passé, elle est allée voir. C'était assez amusant parce que lorsqu'elle s'est relevée du fossé, mais c'est amusant, on s'entend, entre guillemets. Ouais. Très amusant. Mais lorsqu'elle s'est relevée aux côtés du fossé, la voiture qui passait sur la route à ce moment-là était un policier qui n'était pas en service. Mais c'était un policier. Donc, il l'a fait monter dans sa voiture. Elle lui raconte, elle dit, je sais pas ce qui est arrivé. Je viens de me retrouver sur le bord de la route. Elle est un peu affolée. Elle montre les marques des entraves. Mais son discours est tellement décousu que, crois-le ou non, le policier l'a débarqué à un arrêt d'autobus sans aller plus loin. Il se dit, bon, ben merci, bonsoir. Il débarque à l'arrêt d'autobus. Il n'a pas poussé plus loin une investigation. Le lendemain, cette Angelica Montano a téléphoné au service de police où elle a raconté son histoire, qu'elle s'était réveillée comme ça dans le fossé. Et même si elle n'avait pas de souvenir, elle se rappelait vaguement un homme, une femme qu'elle avait rencontré plusieurs jours avant. Il devait y avoir un lien. Les policiers ont pris sa déclaration au téléphone, mais n'ont jamais poussé plus loin l'investigation. Dès qu'elle a dit, vous savez, quand on l'a fouillé dans les dossiers de la police, on a découvert que Angelica Montano avait déjà été arrêtée pour racolage, prostitution. Donc, ça devient un témoignage excessivement fragile et on le sait, il y a un préjugé, malheureusement, les travailleurs du sexe sont de ce côté. Donc, on n'a pas poussé plus loin. Et croyez-le ou non, ce David Parkery va réapparaître en 1987. En fouillant plus loin, on découvre qu'en 1987, la propre fille de David Parkery a contacté les services de police. Sa fille, c'est Glenda Jean. Elle a téléphoné au service de police pour dire, elle a confié comme ça elle croyait que son père était impliqué dans du trafic humain, qu'il enlevait des femmes en Arizona et au Nouveau-Mexique et qu'il les repassait à la frontière vers le Mexique. Il faut dire que Elephant Butte se trouve pas tellement loin de la frontière avec le Mexique. Et les policiers ont pris son témoignage, mais comme elle n'avait pas de preuves matérielles, ils n'ont pas poussé plus loin l'investigation.
Et ça, c'était visiblement 2 ou 3 ans avant que cette même Glenda Jean devienne la complice de son père. Donc au début, elle le dénonce, ensuite elle devient sa complice, mais encore une fois, les policiers n'ont pas prêté attention à son témoignage. Et là, encore plus étonnant, en 1989, donc 10 ans avant son arrestation officielle, les policiers ont arrêté encore une fois David Parker Ray, il se retrouve à nouveau dans l'intérêt de la police locale, et cette fois parce que on a appris qu'il existait peut-être un service souterrain de snuff movie. Pour les gens qui savent pas ce que c'est que des snuff movies, ce sont des films d'amateurs tournés par des gens, des malades mentaux. Oui, depuis le début, on est là-dedans. On est là-dedans. Hein. Donc, ce sont des gens qui enlèvent, qui vont faire des sévices, généralement des sévices sexuels sur des femmes, vont se filmer dans des viols collectifs et ils vont vendre ces vidéos-là sur une espèce de marché noir, parce qu'il faut croire qu'il y a des gens s'est détraqués pour se faire une petite branlette en regardant ce genre de film. Ouais. Et là, on parle dans des cas de snuff movie, on ne parle pas que de films d'agression, mais dans certains cas, on raconte que des gens se sont même filmés en train d'assassiner d'autres personnes. Et ces films-là, donc, circulent comme ça dans l'espace souterrain. Donc, on apprend qu'il y a un trafic apparemment au Nouveau-Mexique de snuff movie auquel ce David Parker Ray serait impliqué. Et on apprend également, toujours en enquêtant sur ce trafic des snuff movies, que certains artifices circulent dans le milieu du BDSM, là, tu sais, le Master and Slave, là, et qu'on retrouve toutes sortes d'outils ou d'instruments, je sais pas trop comment décrire ça, de torture féminine qui auraient été fabriqués par David Parker Ray. Donc, des gens achètent de David Parker Ray des godemichets spécialement... Des jouets sexuels artisanaux conçus pour infliger des violences. Et donc, on arrête ce David Parker Ray qui là dit, peut-être, à gauche, à droite, c'était des commandes particulières. Mais on décide de pas pousser plus loin l'investigation autour de ça. Alors, pour la 3e fois, on n'a pas pris en compte la déclaration d'Angelica Montano. On n'a pas pris en compte la déclaration de sa fille qui disait qu'il faisait du trafic humain. On n'a pas pris en compte les informations qui circulaient à propos d'un trafic au noir de snuff movie et d'objets sexuels un peu pervers, et ce David Parker Ray 3 fois va passer à travers les tamis comme ça de la justice. Tellement été chanceux, là, je trouve ça injuste. Oui, t'as tout à fait raison. Hein. Et là, donc, éventuellement, lorsque l'affaire de David Parker Ray est connue, les policiers vont saisir des vidéos qui ont à son domicile, parce qu'on sait qu'il se filmait. Et donc, on a déjà le témoignage, on comprend que le témoignage d'Angelica Montano, quand elle avait dit aux policiers, je me suis réveillée sur le bord de la route, mais c'était au Nouveau-Mexique, et elle parle de ce couple qui l'aurait amené et torturé, même si elle ne sait pas qui ou ni c'était qui, ni c'était où. On comprend bien que c'est une des victimes du couple David Parker Ray et Sandy Andy. Donc, elle devient la 2e victime, au-delà de Cynthia Vigil, qui, elle, a permis de faire éclater l'affaire. Et les policiers, en saisissant des vidéos, puis là, je sais que je parle très vite parce qu'il y a tellement de choses à dire, puis le temps fuit, mais lorsque les policiers vont saisir les vidéos, on va constater que sur des vidéos de torture, écoute, j'en ai vu 2, Ouf, ça me suffit. Ça me suffit. Et sur un de ces vidéos-là, donc, on voit une jeune femme qui est torturée et il y a un gros plan à un moment donné qui est fait de son mollet sur lequel on voit comme une espèce de dragon. Et cette vidéo-là, les policiers ont réussi à améliorer l'image et ont rendu publique l'image du dragon sur le mollet. Et là, à ce moment-là, il y a une jeune femme qui a reconnu cette image-là. Elle a dit, une jeune femme qui s'appelle Kelly Van Cleve, en voyant les images à la télé, une jeune femme d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, en voyant ces images-là, elle dit, mais ça, c'est mon tatouage sur mon mollet. Et elle se rappelle effectivement que 2 ans plus tôt, elle avait eu, elle aussi, c'est une femme qui était de mœurs légères, disons ça comme ça, et elle avait eu une période comme ça. Elle avait perdu la map pendant 2 ou 3 jours, puis elle savait pas ce qui s'était passé, mais elle s'était retrouvée sur le bord de la route sans pouvoir déterminer quels étaient ses faits et gestes au cours des 72 dernières heures. D'ailleurs, lorsqu'elle était rentrée chez elle, son chum qui l'attendait, voyant que sa blonde n'était pas rentrée depuis 3 jours, l'a accusé d'avoir un peu pris les voiles avec un amant de passage, et éventuellement ils se sont séparés. Mais alors que dans le fond, elle avait été la victime d'une sordide agression. Bref, éventuellement, mais on n'arrivera pas à identifier les autres. C'est pourquoi
on n'arrive pas à identifier, on a réussi à identifier que 3 victimes précises de David Parker Ray pour ce qui est des enlèvements et des tortures. On sait qu'il aurait été impliqué dans le meurtre, même si c'est pas lui apparemment qui l'a commis, mais il l'a quand même commandé, le meurtre de cette Mary Parker, qui avait été amenée chez lui par son petit copain qui s'appelle Roy Yancey. Donc on sait ça. Mais dans tous les objets qu'on va trouver, on va trouver également toutes sortes d'éléments qui montrent qu'au cours des ans, des dizaines de femmes sont passées par la boîte à jouets de David Parker Ray. Et on ne connaît à peu près personne. On n'a jamais vraiment réussi à identifier ces personnes. Éventuellement, il y a un procès. Puis là, je vais devoir faire vite, là. Oui, c'est correct. Mais il y a un procès, hein, donc en 2001, il y a le procès de David Parker Ray. On ne peut pas l'accuser de meurtre, même si on le suspecte d'avoir au moins assassiné une quarantaine de ses victimes, parce que il y a moins de victimes, certainement moins de victimes vivantes qu'il y en a qui ne sont plus là. D'ailleurs, sur la bande audio, hein, dont on a entendu la première minute en début d'émission, à plusieurs reprises dans la bande audio, David Parker Ray se vante à sa victime, à sa détenue, à sa captive, qu'il a commis des meurtres dans le passé. Donc, il lui dit... Il en est capable, c'est ça. Il en est capable, il lui raconte ça. Puis parmi les choses qu'on va découvrir également, on va découvrir dans ces objets de torture une espèce de boîte en bois dans laquelle il mettait sa victime, qui était comme recroquevillée. Non, qui était comme recroquevillée pour la forcer à avoir des relations sexuelles avec ses 3 chiens. Ah, non! Ah, c'est assez sordide, hein? Une boîte spécialement conçue pour que ces chiens puissent prendre sexuellement ses victimes. Okay. Donc, et dans tous ces éléments-là, donc les policiers voient ça, ces éléments-là sont d'une monstruosité épouvantable. Lorsqu'il est placé devant les faits, ce David Parker Ray va dire... OK, il va reconnaître avoir commis des enlèvements, des agressions. Évidemment, il va nier être impliqué dans quelque meurtre que ce soit. Ça ne réussit pas à convaincre le juge ni le jury qui, éventuellement, vont le condamner, comme je l'ai mentionné en début d'émission, à plus de 224 ans de prison. Donc, il ne pourra pas bénéficier d'une libération conditionnelle avant 130 ans à peu près. Donc, ça, c'est le jugement. Mais malheureusement... 18 mois plus tard, alors qu'il est amené dans un autre centre carcéral pour être interrogé pour d'autres crimes auxquels on le suspecte d'avoir pris part, il va décéder d'une crise cardiaque. Il a 62 ans. Il va donc emporter son secret. Pourquoi il a plaidé coupable à son procès? Il a plaidé coupable parce qu'il sait que sa fille et sa blonde, hein, sa copine, Sandy Andy, les deux sont visés par des accusations d'enlèvement, d'agression, de séquestration. Donc, il dit, je vais plaider coupable. Donc, éviter à l'État la lourdeur d'un procès long et coûteux, en échange que le juge soit clément à l'endroit de sa propre fille, qui a participé à ces crimes. Et il y a une entente donc qui est faite entre le procureur et la défense, et éventuellement la fille de Parker Ray, Glenda Jean, va être simplement condamnée, ça c'est choquant, à 30 mois de prison seulement. 30 mois de prison et à 5 ans de probation. Je te le dis depuis le début, c'est choquant ton histoire, Christian. Puis c'est quoi? Je sais qu'il faut se laisser, là, il nous reste plus de temps, mais la seule question que j'ai dans ma tête, là, c'est avec tout ce qu'on vient d'énumérer ce soir, tout ce que tu nous as raconté, comment ça, sa complice, sa compagne de vie a été l'exception à la règle? Voir qu'elle n'a jamais vécu de torture, elle. Ouais. Ben non, mais elle-même aussi... avec un dégueulasse de même. Ouais, là. mais elle aussi, elle venait d'un milieu tout à fait déjanté. Hein. Elle avait été agressée sexuellement de manière, comme on dit, transfamiliale par des membres de la famille quand elle était jeune. Elle avait été également une travailleuse du sexe. Elle aussi, elle venait d'un milieu un peu déjanté. Mais bon, faut le dire, dans son cas, à elle, Sandy Andy, elle a été condamnée à 36 ans de prison, mais elle a été libérée depuis 2 ou 3 ans maintenant. Et comme je l'ai mentionné, David Parker Ray a emporté son secret dans sa tombe. Hein. Est-ce qu'il a tué? Combien de gens a-t-il tué? Combien a-t-il fait vraiment de victimes? On ne le saura jamais, mais on a quand même donné aux gens un bon indice. Un individu qui gagne 1000 $ par mois, qui vit avec une femme qui vit de l'aide sociale et qui réussit à se construire une boîte à jouets excessivement sophistiquée pour laquelle il a déboursé au moins 100 000 $ et qui décède avec un compte de banque qui frise le demi-million de $, il est clair que David Parker Ray avait trouvé le moyen de financer ses abjectes activités par un service de travail souterrain.
Je vais essayer de pas faire de Monstrueux, hein? cauchemar. On me dit en plus qu'il y a plein de vidéos de la fameuse Toy Box disponible sur bien YouTube. sûr, bien sûr. Écoute, d'ailleurs, même la Toy Box, hein, on peut la visiter. Non. Oui, Non. le FBI ont saisi la Toy Box et elle est ouverte dans une espèce de musée du crime pour que les gens puissent voir la fameuse Toy Box de David Parker Ray. À mon avis, c'est plutôt de mauvais goût, mais bon, on ne critiquera pas ce que le FBI a décidé de faire. J'ai quand même envie de te demander c'est où le musée, mais... Il est en Virginie, à Quantico, le musée à Quantico en Virginie. Bon, faites-vous votre propre opinion. Préparez vos prochaines vacances. Oui, c'est ça. Ben, Christian, merci, mais je suis sans mots ce soir. Honnêtement, je vais essayer de digérer l'information. La semaine prochaine, on va être dans un autre univers. Ouais. Un peu plus léger. Un peu plus léger. Je te l'avais dit, je t'ai préparé quelque chose assez dur pour Noël. Là, Ouais. Fait que l'histoire de la boîte à jouets, là, c'est pas le genre de jouet qu'on va retrouver sous les sapins cette année. Non, on le souhaite pas. Puis je te souhaite quand même un bon week-end malgré tout. Moi, je vais aller décanter toute l'information. Et aux auditeurs également, merci encore d'être là.